Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord Attitude en ce mardi, le 10 octobre, premier lundi de cette campagne électorale. Jean Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio Sept-Îles. Tommy Auger qui est aussi avec vous, journaliste pour Nous TV Sept-Îles. On est commencé, on est en plein dedans. Campagne électorale pour la campagne municipale 2017. Ça part fort, hein. Il y a eu beaucoup de candidats qui se sont ajoutés vendredi, là, à peine quelques minutes avant la fin de la fermeture des candidatures. Oui, des élections dans 8 circonscriptions sur 9 à Sept-Îles, dans 6 sièges sur 7 5 sièges sur 6 du côté de Port-Cartier. On va parler avec une des seules qu'on sait qui va faire partie du prochain conseil municipal de la ville de Sept-Îles dans quelques instants, à 12h15, Marie-Claude Casey-Légaré, élue par acclamation vendredi dans le district du Vieux-Quai. Il y en a plusieurs qui ont été surprises, là. C'est la petite nouvelle qu'il n'y a pas d'opposition. Ouais, puis c'est un conseil quartier de la ville de Sept-Îles. C'est un quartier effervescent, là. Il y a beaucoup de dossiers dans ce quartier-là, donc c'est un peu surprenant. On lui en parlera tout à l'heure. Un district qui était représenté par monsieur Guy Berthe, qui s'est retiré de la politique municipale. Donc, Marie-Claude Casey-Légaré est avec nous vers 12h15 en direct à notre émission Côte-Nord Attitude. Tu sais qu'il y avait ce matin le lancement où on dévoilait la plateforme électorale du côté du candidat à la mairie, Rossel Tremblay. On aura l'occasion d'entendre un petit bout d'entrevue avec lui à notre bulletin d'information régionale dans quelques secondes. Également, on va parler avec un préfet, celui de la Mingani, qui a été réélu sans opposition, même s'il y avait un adversaire affiché depuis déjà 6 mois qui se présentait contre lui. Il s'est retiré à la dernière minute. Luc Noël est aussi président de la table des préfets, qui a un peu remplacé la conférence régionale des élus dans la région. Donc, on va parler de politique régionale également avec Luc Noël, réélu comme préfet de la MRC de la Mingani. On va parler des défis politiques de la Côte-Nord au cours des prochaines années. Les priorités devraient rester les mêmes quand même après l'élection. Entre autres, le pont sur le Saguenay et le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord. C'est pas mal les priorités du milieu municipal, ça. Ainsi que la diversification de l'économie, je pense. C'est les mêmes sujets depuis plus d'une trentaine, je dirais peut-être même plusieurs décennies dans Basse-Côte-Nord. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent parce qu'ils ne finissent pas par se conclure. Oui. Tommy, le directeur pour la Côte-Nord de l'Association des véhicules électriques du Québec est un gars de Sept-Îles. Il est parti à 6h ce matin avec son véhicule électrique. Ouais. On va voir où ce qui est rendu vers 12h40. Là, ça va-tu moins vite, un véhicule électrique? Le gros problème dans la région, c'est les bornes pour recharger ça, ces voitures-là. Là. Même les hybrides. Lui, en fait, il fait affaire avec ses propres installations. Il a même lui-même installé une genre de borne privée à Baie-Trinité, parce que quand tu pars de cette île, tu te rends pas à Bécomo, là, ni à Ragno, où on a installé une borne rapide la semaine dernière. Donc, David Manningham, directeur Côte-Nord de l'Association des véhicules électriques du Québec, sera avec nous vers 12h40. Et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, la chronique assurance avec l'expert d'Accès Conseil, Guy Duchesne. On parle de qu'est-ce qui influence le prix de notre assurance automobile. Hein? Je suis sûr que toi et moi, on paye pas le même prix pour nos assurances. Il y a un paquet de facteurs. Un petit char rouge 2 portes sport, là, ça coûte toujours plus cher qu'une vanette familiale. Hein? Oui, la valeur de l'automobile, c'est un fait, mais aussi le passé du conducteur, son expérience, c'est tous des facteurs qui sont considérés. Guy Duchesne nous en parle à la chronique assurance à 12h50. On va parler aussi de la préparation de la maison pour l'hiver. Hein? C'est important de penser à ces belles journées d'automne, en profiter pour préparer la maison pour l'hiver. Mais tout de suite avant, actualité Pure FM. Actualité Pure FM. Ben oui, Rossel Tremblay a présenté ce matin sa plateforme électorale devant une quarantaine de personnes réunies à l'hôtel des gouverneurs à 10h ce matin. Le candidat à la mairie propose une vision pour un retour à la prospérité économique à cette île. La population veut du changement, selon lui. Il était entouré il a pris quand même plusieurs engagements ce matin en présentant sa plateforme, un programme avec 7 grands enjeux, dont la diversification de l'économie, l'amélioration de notre qualité de vie et la mise en place d'un développement assurant un environnement sain.
Également, bien sûr, tout ce qui s'est passé vendredi, là, ça ressemble beaucoup à des équipes. Les candidats appuient tous un des candidats à la mairie ou l'autre. J'ai posé une ou deux questions là-dessus lors de son lancement de programme ce matin. On écoute Russell Tremblay. Russell Tremblay, finalement, vous avez des candidats qui vous appuient dans presque tous les quartiers de cette île. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une campagne électorale là qui se fait une équipe contre une autre équipe actuellement? Non, en fait, c'est plus une vision qui se veut rassembleuse. Moi, de mon côté, j'ai présenté un plan de match. Il y a des gens, je l'ai présenté aux conseillers et plusieurs ont décidé d'embarquer dans ma vision. Sans dire que c'est pas une équipe, c'est une vision qui se veut qu'on partage. Donc, ça permet aux citoyens d'avoir une meilleure façon de voir pour faire son choix lorsqu'on va aller aux urnes le 5 novembre. Donc, savoir, le conseiller appuie ce genre de vision-là. Le maire a toujours une plateforme plus élargie, si on pourrait dire, pour exprimer ses idées. Donc, ça permet aux conseillers d'avoir, de leur faire connaître aux citoyens de leur secteur un petit peu mieux. Donc, ça va être, c'est juste une façon de voir. Nous, on est vraiment une équipe qui a une vision qui est semblable. Le prochain maire pourrait quand même avoir à travailler avec plusieurs candidats, peut-être même une majorité de candidats qui l'appuyaient pas. Ça vous fait peur? Ça vous dérange, ça? Pas du tout. En fait, là, on a 2 candidats à la mairie. Donc, les gens vont avoir un choix entre une vision ou l'autre. Si les gens choisissent ma vision, qui veut du développement, qui veut qu'on arrête de chicaner, qui veut qu'on développe cette île au niveau de la qualité de vie, de l'environnement, de la culture, je m'attends à ce que les conseillers qui ont été choisis, même s'ils ont pris une autre vision, respectent le choix démocratique de la population. Puis je m'engage à travailler avec tout le monde de la même façon. Il y aura pas de vendetta. Tout le monde a le libre de son opinion. Mais il faut respecter aussi l'opinion de la population. Donc, moi, ma vision est claire, mon plan est clair, mon plan d'action. Donc, si les gens me choisissent comme maire, on va aller dans cette direction-là. Votre plan d'action, il y a quand même plusieurs engagements là pour les 4 prochaines années. Cette île devrait changer avec Russell Tremblay. C'est ce qu'on comprend, là. On devrait reprendre le chemin de la croissance. Effectivement, on est un petit peu à la croisée des chemins. On a eu un cycle économique qui a fait mal. On a eu des pertes d'entreprises, que ce soit même Cliff, là, on l'oublie encore, mais c'est quand même 400 emplois qu'on a perdus. L'entreprise du groupe Trinor, qui était un symbole pour cette île qui a fermé, ça a été difficile. Ça nous amène à nous reposer des questions sur nous-mêmes. Est-ce qu'on doit améliorer les choses? Est-ce qu'on doit changer les choses? Moi, je crois que oui. C'est ce que je m'engage à faire pour que cette île reprenne le chemin de la croissance. Alors, c'était Russell Tremblay qu'on entendait là, de son lancement de campagne, là, sa plateforme de ce matin. Autre nouvelle de retour devant le tribunal vendredi, la procureure de la Couronne a proposé une peine de 4 ans de prison pour l'ancien chauffeur de taxi Donald Lizotte. Ce dernier a été reconnu coupable de le 28 septembre, d'agression sexuelle sur une fille de 17 ans. La Couronne a rappelé vendredi les conséquences de l'agression puisque la victime s'est enlevé la vie quelques mois plus tard. L'avocat de la défense a réclamé une peine de 2 ans moins 1 jour en rappelant que l'homme de 74 ans n'a pas d'antécédent judiciaire. Donald Lizotte a une fois de plus nié sa culpabilité vendredi au tribunal. Le juge Michel Parent rendra sa décision sur la sentence de Lizotte le 10 novembre au palais de justice de cette île. La CSN Côte-Nord et la table des groupes populaires ont profité de la journée mondiale pour un travail décent vendredi pour réclamer du gouvernement du Québec un meilleur financement des organismes communautaires. Les 2 organisations constatent que les employés du secteur communautaire sur la Côte-Nord font face à de l'instabilité et de mauvaises conditions de travail. Elles demandent aussi une augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, demande au ministre du Travail de faire preuve de courage politique dans la modernisation des normes du travail. Il réclame aussi 10 jours de congé de maladie payés pour tout le monde au Québec et l'obligation pour les employeurs de fournir l'horaire de travail au moins 5 jours à l'avance. Le marché immobilier connaît un léger redressement en 2017 à Sept-Îles et Port-Cartier. Le total des ventes de maisons des 9 premiers mois de l'année égale celui des 12 mois de l'an dernier. Faut dire que 2016 a été la pire année en 10 ans avec seulement 138 transactions immobilières sur le territoire de la ville de Sept-Îles et 37 à Port-Cartier. Le prix de vente des maisons à Sept-Îles demeure assez élevé malgré le ralentissement économique. Les propriétés immobilières vendues en septembre obtiennent 93,5% de l'évaluation municipale à Sept-Îles et 83,6% à Port-Cartier, selon les chiffres compilés par les évaluations immobilières Richard et Associés.
La Corporation de protection de l'environnement de cette île dresse un bilan positif des 7 jours d'activité réalisés en septembre dans le cadre de son 8e festival sous le thème « Mon assiette sauve la planète ». Le concours Fier restaurateur d'ici et la journée familiale du Festival de l'environnement au vieux poste de cette île ont été très populaires. Selon la coordonnatrice Virginie Provost, la population sept-îlienne a bien participé. Le 8e Festival de l'environnement à cette île est passé d'envergure régionale à locale avec une hausse de fréquentation. Plus de 1675 personnes ont assisté à une des activités de la programmation basée sur l'originalité et la diversité. Courte pause et on s'entretient avec une première élue à cette île. Elle a été élue par acclamation, donc pas d'opposition dans le district du Vieux-Quai et c'est la seule, Madame Marie-Claude Casey-Légaré. Attitude. C'est une histoire que nous connaissons tous trop bien. La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause de décès criminels au Canada. Et vous pouvez aider à y mettre fin avec un simple appel téléphonique. Allô 911, je voudrais signaler un conducteur aux facultés affaiblies. Composez le 911 et avisez les services de police avant qu'une tragédie ne se produise. La vie que vous sauverez sera peut-être la vôtre. Aidez-nous à rendre nos routes plus sécuritaires. Un message de MAD Canada, les maires contre l'alcool au volant. Excusez-moi, tout le monde, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis lesbienne. Parce que c'est pas toujours aussi facile. Gay écoute. 1-888-505-1010. 1-888-505-1010. Ou gayécoute.org. Parler, ça fait du bien. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors, comme on le disait, Jean, la campagne électorale est officiellement lancée depuis vendredi parce que les candidatures ont été fermées à 16h30 vendredi. Et surprise pour plusieurs personnes là, que le district du Vieux-Quai avait seulement une candidature, donc elle a été élue par acclamation. Marie-Claude Casey-Légaré qu'on reçoit en studio. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous étiez surprise là, de voir qu'il n'y avait pas d'autre nom là, à côté du vôtre? Jusqu'à 16h30, là, je me disais que tout pouvait se passer encore. Il y a plusieurs personnes qui s'impliquent beaucoup en politique ici à cette île. J'ose croire qu'on me laisse ma chance de faire mes preuves. Faut le prendre comme un signe de respect, finalement. Il y a personne qui a osé s'essayer contre toi. Une marque de confiance, je vais le prendre comme ça. Ben, c'est particulier parce que c'est un quartier qui est très effervescent. Plusieurs gros dossiers. On aura l'occasion de faire peut-être une liste là, des gros dossiers qui vous attendent au cours des 4 prochaines années. Mais justement, un quartier comme ça qui, dans certains quartiers, 2, 3 candidats et vous en aviez pas du tout. Mais vous étiez prête là à faire campagne. J'étais tout à fait prête. J'ai déposé mon bulletin de campagne une semaine avant la fin des mises en candidature. Donc, mon plan de campagne était monté, mon budget, tout était booké. C'est peut-être ça qui a été la bonne stratégie, finalement, de déposer une semaine avant. Quelqu'un qui se serait décidé dans la dernière semaine, là, savait à qui il avait affaire dans ce quartier-là. Oui, en effet. Est-ce qu'on se demandait si quelqu'un, là, par exemple, dans un quartier où ils étaient 3 et voudrait avoir peut-être plus de chance avec un quartier qui avait seulement un... Est-ce que vous vous attendiez là, à peut-être quelqu'un qui fasse un transfert? Est-ce que vous regardez ça très près là, à partir de l'après-midi? Là, est-ce que vous faisiez rafraîchir sur votre page Internet? C'est exactement ça. J'étais vraiment à l'affût. Puis vous savez, la dernière candidature a été déposée à 16h08. Fait que je me disais, il peut aussi en avoir une à 16h22. Donc, moi... je me dis toujours, on va traverser le pont rendu à Rivière, là. Jusqu'à 16h30, je me disais, je m'en vais en campagne. Puis j'avais pas de problème avec ça, là. Parlons un peu des gros dossiers qui vous attendent dans le quartier du Vieux-Quai. Vraiment, il y a des choses qui ont été faites beaucoup dans les dernières années. C'est un des quartiers qu'on a entendu le plus parler, dû au travail de Monsieur Guy Berthe. Qu'est-ce que vous voulez poursuivre que ce que Monsieur Berthe avait commencé? Mais dans ma prise de décision, à savoir pour faire ma candidature, j'ai rencontré Monsieur Berthe. Donc, on a eu l'occasion de discuter ensemble justement des enjeux qu'il y a dans ce secteur-là. C'est certain que c'est un quartier en pleine effervescence. Tu l'as dit, Tommy aussi. C'est la vitrine de cette île.
pour tout ce qui est la voie navigable. Ouais. Donc, il faut vraiment le mettre en valeur. Puis, ce qui a été fait comme effort jusqu'à maintenant, ben c'est là puis ça donne des résultats, je pense. Dans votre quartier, vous avez autant des citoyens que des commerces. On le sait, la rue Arnaud, la rue Brochu est un quartier qui est en développement. Plusieurs petits commerces qui sont apparus dans les dernières années. Certains qui sont là depuis aussi très longtemps. Est-ce que il y a une différence, là, surtout pour ce qui est du développement du bas de la ville comme ça? Les discussions devront se faire autant avec des gens qui gèrent des commerces, qui veulent faire de l'argent, autant qu'avec des citoyens qui parfois veulent avoir un secteur plus résidentiel, plus tranquille? Je pense que la combinaison des deux est possible et est nécessaire aussi. Donc, il y aura toujours une cohabitation entre les PME et les habitations. Ça a été développé. C'était une rue commerciale au départ. Moi, je fais juste une parenthèse, puis là, peut-être qu'il y en a qui vont être tannés de l'entendre, mais mon grand-père était conseiller municipal du district du Vieux-Quai. Il y avait un autre nom à ce moment-là, à cette époque-là. Et mon grand-père avait son commerce aussi sur la rue Brochu, là. Le Newstand à Jean-Paul Légaré. Ça, c'était à mon grand-père. Donc, la politique, on baigne dedans depuis un temps quand même. Mais quand même, Marie-Claude Casey-Légaré est connue, entre autres, pour son travail à la fondation de l'hôpital de Sept-Îles depuis quelques années. En politique, on te connaît moins en politique, là. Qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à te présenter à cette élection-là, là? Tu vis dans le district du Vieux-Quai, toi? Oui. Ça fait 8 ans. Qu'on habite sur la rue Gamache, une rue qui est très passante. Mes enfants, ma fille va à l'école Gamache avec ta fille. Eh oui, avec la mienne. Fait que pour moi, c'est un quartier qui est très familial, mais qui est très central aussi pour la ville. Mm-hmm. Pour ce qui est de mon implication en politique, Jean, c'est à partir du moment où j'ai eu le droit de vote, je me suis dit, ben comme électeur, comme citoyen, je dois me renseigner, je dois aller me chercher de l'information pour savoir de quoi je parle, c'est quoi les enjeux réels. Donc, j'ai toujours eu un intérêt marqué à partir de là. Dans ma carrière, j'ai aussi travaillé comme attachée politique pour la députée du Plessis. Ensuite, j'ai travaillé comme conseillère en emploi pour le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, j'ai toujours été à l'affût des enjeux. À ça, la politique et l'économie quand même. Oui, exact. Là, on a une campagne à la mairie avec 2 candidats qui se distinguent. J'ai remarqué que tu étais présente jeudi soir au lancement de la campagne de Régent Porlier. Tu étais là ce matin aussi, là, au dépôt de la plateforme de Rossel Tremblay. Est-ce que, tu restes neutre entre les 2 candidats à la mairie? Ben, ça revient à ce que je disais. J'aimerais être renseignée. J'aime savoir quels sont les plans d'action des 2 candidats à la mairie. Je ferai pas une coche à l'aveugle quand viendra le temps de voter à la mairie, parce que je reste même comme conseillère municipale, je reste un électeur à part entière. Ouais. Et je pense que... tu vas voter pour qui, là? C'est une grande question, Jean. Peut-être qu'on ne le saura pas à midi, hein? Mais moi, ce que je vais dire, c'est que ce que j'ai pu voir pour l'instant, dans les 2 conférences, c'est le côté très structuré de M. Tremblay. Des enjeux très clairs aussi, là, puis qui vont toucher beaucoup d'aspects de la ville aussi. Okay. J'attends encore de M. Porlier de voir le plan... sa plateforme à lui. De voir la plateforme pour me prononcer. Puis en même temps, je me dis... à chacun sa chance, mais jusqu'à maintenant, M. Tremblay, je pense, se démarque par la clarté de son message. Mais toi, tu vas être prêt à travailler finalement avec l'équipe qui va être élue. Est-ce que ça te fait craindre là un conseil qui est divisé, le fait qu'on ait vraiment des candidats qui s'affichent pour un candidat à la mairie ou pour l'autre? On a quasiment 2 partis politiques à Sept-Îles, là, quand on regarde ça actuellement. Là. Sur Facebook, entre autres, c'est très évident. Oui, là, les candidats s'affichent pour derrière Régent Porlier ou derrière Rossel Tremblay. Il va peut-être avoir des conséquences. Le prochain conseil, t'es la seule à qui on peut poser la question parce qu'on sait que tu vas y être. Est-ce que tu as peur que pour le prochain conseil, qu'il y ait beaucoup de divisions? Ben, de par mon expérience comme directrice à la Fondation, j'ai eu à travailler avec plusieurs comités, avec beaucoup de personnes de différents milieux, avec différents intérêts. Et ces personnes-là étaient tous bénévoles. Donc, le lien commun qu'on avait avec ces personnes-là, c'était de travailler dans un bien commun, dans l'objectif de réaliser, dans ce cas-là, des activités bénéfices ou des projets avec l'hôpital. Mais je pense qu'au conseil de ville, encore plus, on va devoir faire ça.
suite aux élections. Donc, Marie-Claude Casey-Légaré, le travail que vous aurez à faire dans les prochaines semaines, ça sera de faire sortir le vote, parce que je pense que l'enjeu de peu importe le politicien, à n'importe quel niveau, on le sait, le taux de vote a été assez bas, même plus bas que la moyenne québécoise ici à cette île aux dernières élections, malgré qu'il y avait quand même plusieurs enjeux qui faisaient vraiment réagir les gens. Votre travail, ça va être vraiment d'inciter les gens à aller voter? Oui. J'incite les gens à y aller. Renseignez-vous. Suivez les candidats avec Facebook. Maintenant, on a une plateforme très, très accessible. Là. Allez voir ce qu'il y a comme contenu. Renseignez-vous. Faites un choix éclairé. Puis, sortez le 5 novembre. Il y a des candidats pour tous les goûts. Donc, on peut le dire officiellement, comme vous avez reçu votre papier de la présidente des élections de cette île, Marie-Claude Casey-Légaré, conseillère à la ville de cette île pour le district du Vieux-Quai. On continuera de faire notre couverture de cette campagne électorale municipale 2017. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Voici un message de la ville de Sept-Îles à l'intention des résidents du secteur Galix. En raison d'un problème survenu à la station de chloration, la ville de Sept-Îles demande aux résidents du secteur Galix de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation par mesure préventive et ce, jusqu'à avis contraire. Je répète, la ville de Sept-Îles demande aux résidents du secteur Galix de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation par mesure préventive et ce, jusqu'à avis contraire. La ville s'excuse des désagréments occasionnés et remercie les citoyens de leur collaboration. C'est le million de dollars à gagner chez GA. Chaque produit compliment participant acheté vous donne une chance de gagner. Il n'y a pas de limite. Un produit, une chance. 2 produits, 2 chances. 10 produits. Hey, avouez que vous avez dit 10 chances dans votre tête. Et en achetant pour 50 $ au plus d'épicerie, vous doublez vos chances de gagner. Ça fait que si vous aviez 4 chances, ben là, vous en avez 8. Et si vous aviez 2637 chances, ben là, vous en avez le double. C'est le million de dollars à gagner chez GA. Aucun achat requis, détail en magasin. Pour fêter son arrivée dans ses nouveaux locaux, la boutique Art Déco a de bonnes nouvelles pour vous. Mardi le 17 octobre à 19h et mercredi le 18 octobre à 9h, il y aura des ateliers de démonstration des produits PBO, des gels textures, résines et encore plus. Des trucs, des conseils vous seront donnés. Et oui, donnés, parce que les ateliers sont gratuits. Des rabais sur les produits pour les participants. La boutique Art Déco, maintenant située au 848 Boulevard L'Art. Pour vous inscrire, présentez-vous sur place, par téléphone ou via notre page Facebook. Saviez-vous que même si la belle saison est terminée, votre voiture a toujours besoin de bien se faire traiter? L'hiver est dur sur votre véhicule et pour lui offrir la meilleure protection qui soit, faites confiance aux professionnels du Paradis de l'Auto. Pour son 30e anniversaire, le Paradis de l'Auto vous offre 30 $ de rabais sur les cirages ainsi que sur les traitements anti-rouille et ce, pour un temps limité. Préparez votre véhicule au hasard de l'hiver en prenant rendez-vous avec les spécialistes du Paradis de l'Auto à votre service depuis 30 ans. 490 Otis 968 1940. Sept-Îles, ça faisait longtemps que t'attendais ça. Ben voyons. Les cours de cuisine du Blanc Bistrot. Enfin, ça commence en novembre. Cuisine, mixologie, sommellerie, pour tous. Les cours seront donnés en bloc de quelques heures, idéal pour un bon moment entre amis ou entre collègues de travail. C'est abordable et il n'y a aucun prérequis. Même pas obligé de savoir comment faire la vaisselle. Pour plus de détails, 960-2090. Blanc Bistrot, 14 Perdivet, blancbistrot.ca. Côte-Nord. Attitude. On s'entretient avec le préfet réélu sans opposition chez nos voisins à la MRC de la Mingani. Luc Noël, bonjour. Bonjour, M. Sabien. Luc, il semble qu'il y a moins de chicanes là, politiques du côté de la Mingani qu'au cours des dernières années. Il y a beaucoup de monde réélu sans opposition, dont le maire d'Orve-Saint-Pierre, celui d'Anticosti. Il y a moins de division par chez vous? Ben, ça serait à souhaiter, mais je pense qu'on a réglé peut-être les élections avant les élections. Par la concertation, quoi? Ben oui, on espère, mais je pense que, regarde, c'est pas juste la concertation. Et qu'à un moment donné, il y en a qui ont fini par comprendre que, ça avance pas à se battre de la façon qu'ils le faisaient, en essayant de détruire les gens au lieu de discuter sur les idées. Je pense que c'est jamais la façon de faire. Mais finalement, comme vous dites, je regardais les chiffres chaque autant. Je pense que 45% des élus ont été élus par acclamation. Donc c'est quand même fort intéressant. Il y a quand même quelques courses, là, entre autres pour des sièges de conseillers à Havre-Saint-Pierre, mais du côté de Rivière-Saint-Jean, de
Rivière-au-Tonnerre. Il y a des élections à la mairie également. Faut que je te félicite pour ta réélection. Tu avais un adversaire sur le terrain pendant 6 mois, puis oups, il s'est retiré juste avant le dépôt des candidatures, finalement. Eh oui, et pourtant, il avait fait de nombreuses déclarations pendant la campagne à l'effet que je me présentais toujours sur des postes électifs sans avoir de rival. Et là, il était là, comme rival, et il s'est décidé à la dernière minute. Ben, félicitations. Nous autres, dans cette rivière, là, on est encore à se demander si c'est utile un préfet élu au suffrage universel. On sait qu'il va y avoir des élections du côté de la préfecture dans Manicouagan, mais dans cette rivière, c'est les maires, là, les élus de Sept-Îles et Port-Cartier qui s'entendent sur qui est le préfet. La formule a fait ses preuves, d'après toi, là, un préfet élu, ça vaut la peine? Ben, écoute, un préfet élu, il va en avoir 15 ou 16 au Québec. C'est un politique de plus dans la région qui est là pour aider les municipalités. Vous savez, dans beaucoup de préfectures, on retrouve 8, 9, 10, 12, 14 municipalités. Et c'est toujours assez difficile pour un élu qui est nommé par ses pairs, qui est maire d'une municipalité, d'être capable de donner à tout le moins l'impression d'être équitable ou d'essayer de l'être dans les décisions qui sont prises au niveau de la MRC. Parce qu'on lui reproche au terme, ben on sait bien, toi, tes mandataires, tes électeurs sont ceux de ta ville ou ton village X, Y. Donc, quand tu es un préfet élu, ben, tu es au service de l'ensemble de la population et tu es libre. Et tes décisions sont aussi le reflet des gens que tu côtoies, des gens que tu écoutes, des gens que tu travailles avec eux, et tu as une autre vision que juste celle de ta municipalité. Oui, c'est vrai que la Mingani, c'est quand même 8 municipalités, alors que la MRC de Cette-Rivière regroupe seulement 2 villes. Là. On peut comprendre que c'est une réalité différente en termes d'organisation également. Tout à fait, parce que des MRC comme Cette-Rivière avec Sept-Îles et Port-Cartier, ben, de la façon qu'ils font, je pense que c'est bien. Ils se l'échangent à tour de rôle, et pour 2 maires, ils pourraient peut-être avoir une préfecture élue, mais ça dépend toujours des gens, là, comment est-ce qu'ils le voient. Il reste que Luc Noël, c'est un gars de syndicat, un peu comme Régent Porlier, maire de Sept-Îles, là. Des gars de syndicat en politique, on est en train de prouver que ça vaut la peine, quoi. C'est des gars de terrain aussi, hein, pour faire de la pression politique, entre autres. C'est sûr que des gens de syndicat, c'est des gens de terrain. C'est des gens aussi que, au niveau de la base, c'est leur leitmotiv, c'est le partage de la richesse. Donc, c'est des gens qui, normalement, sont plus proches de la base et qui essaient le plus possible de partager la richesse entre ceux qui en ont beaucoup et ceux qui en ont moins, d'essayer d'être équitable dans les dossiers. Oui. Je pense que c'est un peu le cadre dans lequel les gens travaillent, et pour la région, ça ne peut être que bénéfique. Oui, quand même, tu étais président du syndicat des métallos qui regroupe les employés de QIT Ferret-Titane, Rio Tinto Ferret-Titane maintenant à Havre-Saint-Pierre. Avec les métallos, on le voit aussi à Sept-Îles, là, c'est quand même des syndicats qui collaborent avec le milieu économique. À Sept-Îles, on a l'impression que la campagne électorale va être beaucoup entre le milieu économique et Régent Porlier actuellement, là. C'est possible. Je pense que ça se dessine, ça fait quelques temps que ça se dessine. Mais vous savez, le syndicat, tu soulevais le syndicat. Le syndicat fait toujours des affaires parce que il y a un intérêt aussi à faire des affaires et à faire de la politique. Donc, écoutez, je sais que le maire de Sept-Îles actuellement, M. Porlier, et les gens d'affaires ne semblent pas être sur la même longueur d'onde, mais M. Porlier a eu un mandat quand même de 4 ans, tout à fait respectable, et savoir là comment les gens de la région de Sept-Îles, de la ville de Sept-Îles, vont décider de leur prochain maire. Ouais. Les gros dossiers en Mingani, là, ils ressemblaient pas mal à ceux de Sept-Îles et Port-Cartier aussi. Là, le ralentissement économique à Havre-Saint-Pierre, ça a été aussi intense que ce que nous a amené la chute du prix du fer sur les marchés mondiaux à Sept-Îles, Port-Cartier. Les retombées de la Romaine, le préfet de la Mingani, il a travaillé très, très fort. Le prolongement de la route 138, c'est pas mal ça vos gros dossiers actuellement? Écoutez, on se ressemble beaucoup à ces niveaux-là parce qu'on vit toutes les mêmes problématiques sur la Côte-Nord. C'est la démographie, c'est l'emploi, c'est la diversité économique, c'est de l'investissement dans notre région, c'est de travailler ensemble. Ça, c'est primordial. Je pense que si on veut développer notre région, il faut absolument travailler ensemble, autant à l'intérieur de la Mingani que de la Mingani avec Cette-Rivière et avec les autres MRC. Quant à nous, il y a tout notre réseau de transport qu'il faut développer à l'interne. Il faut aussi, vous savez, la Côte-Nord en général, on est une jeune région au niveau touristique, donc il faut bonifier notre offre touristique. Il faut aussi apprendre à travailler avec le tourisme. Les besoins, être plus terre à terre. Pour nous, la Mingani, la culture entrepreneuriale, et je présume un peu aussi pour la ville de Sept-Îles et Cette-Rivière.
parce qu'on a des grosses multinationales, on a grandi à l'ombre des grosses multinationales, ce qui a fait en sorte que la culture entrepreneuriale n'a pas été ce qu'elle aurait dû être, parce qu'on sait que les PME sont des moteurs économiques importants aussi. Oui. Mais c'est difficile de le développer lorsque on a une offre de travail à 35-40 $ de l'heure, et là, on sait que lorsqu'on va se développer une petite entreprise, qu'on va travailler peut-être à 10-12 pièces de l'heure. Donc, c'est pas facile, mais c'est le cadre dans lequel on travaille. Maintenir les services de proximité avec les enlignements qu'on voit au niveau du 6, ça aussi, ça va être un fameux enjeu pour nous. Et bien sûr, tu l'as mentionné un peu, la 138 à l'est de Natashquan, mais ça, c'est l'ouverture du nord-est canadien. Et ça serait une belle occasion de stimuler l'économie de toute notre région et de la Côte-Nord en général, mais principalement, bien sûr, de la MRC du Golfe, qui serait désenclavée, et de la MRC de la Mécanique, qui pourrait être le pont entre la Côte-Nord, Anticosti et la Côte-Sud. Donc, il y a un paquet d'éléments qu'il va falloir qu'on travaille au cours des prochaines années et qu'il faut qu'on avance si on veut maintenir une démographie positive au niveau de la région. Oui. Parce que notre démographie, on la voit, là, on est la région au Québec avec la plus importante démographie. Le seul élément positif dans cette démographie-là que je vois, c'est que l'Institut statistique du Québec dit que nos migrants, il y en a 50%, c'est des gens de la Côte-Nord qui se déplacent soit pour les études, soit pour des contrats de travail, mais qui normalement, eux, lorsqu'il y a de l'emploi en région, ils reviennent. Oui, ils gardent un attachement. C'est positif. Luc Noël est aussi président de la table des préfets de la Côte-Nord. Ça a un peu remplacé la conférence régionale des élus que les libéraux ont abolie il y a 2 ans. Là. Est-ce que la période électorale, les élections, ça retarde des dossiers au niveau régional? Là, il va y avoir des changements importants, sans doute, là, à la table des préfets, puis dans la concertation régionale après les élections? Ben là, c'est sûr qu'il y a quelques joueurs là qui sont en élection au niveau de l'Assemblée des préfets. C'est certain qu'on se réunira pas et on ne prendra pas de décision vraiment importante là avant le 6 de novembre. Oui, mais on ne sera pas obligé de revoir toutes les priorités avec une nouvelle équipe. Là. On s'est donné quand même des priorités en 2015-2016. Là. Ben, on va les revoir, mais point de vue informel, mais je vous dirais que nos priorités, on les connaît. Puis je présume que les gens qui se présentent cette année, s'ils sont élus, vont aussi endosser les priorités qu'on s'est fait. Donc, il y a quand même des dossiers qui continuent. Le phare, tout le personnel administratif, on l'avait lancé avant la campagne électorale. Le personnel administratif, maintenant, va faire une analyse des demandes qui ont été soumises. Et ça va continuer. Fait que c'est quand même intéressant. Oui. Fait qu'il faut voir. Ça, c'est le fonds d'investissement régional, le phare. Oui. Le fonds d'aide au rayonnement des régions, oui. Oui. Et en Mangani, comme tel, là, et à Havre-Saint-Pierre, la grosse chose qu'on va avoir à gérer dans les prochaines années, dans le prochain mandat, c'est un peu l'après-Romaine, hein? Ça achève ces emplois-là, puis l'après-Romaine, est-ce qu'il est planifié chez vous? Tout à fait. L'après-Romaine, écoutez, l'après-Romaine, là, il faut absolument que le gouvernement s'investisse dans les régions. Parce que le gros problème qu'on a, les régions, là, c'est le gouvernement. Écoutez, quand on fait une étude des particularités, des caractéristiques de nos régions, des opportunités et des dangers, on retrouve régulièrement dans nos dangers le gouvernement. C'est le manque d'implication du gouvernement. Il faut que le gouvernement, parce que vous le savez, lorsque le gouvernement libéral a pris le pouvoir, première chose qu'il a fait, il a changé l'acronyme du MAMRO pour en faire le MAMO. Donc, en éliminant le R, il éliminait les régions. Là, nous, on se retrouve avec un ministre qui est de Montréal, la région de Montréal, au niveau de la région. Nous, ce qu'on veut, c'est un ministre des régions, un ministre qui s'occupe des régions, qui est capable de parler pour les régions. Parce qu'on semblerait que ce gouvernement-là s'est concentré vers les grands centres et il a oublié toutes les régions du Québec. C'est un gros problème, parce que si le gouvernement ne s'implique pas, nous aide pas vraiment, on va vivre un après-Romaine assez difficile, même si on a des projets sur la table, parce qu'il y a beaucoup d'emplois, puis il n'y a pas juste notre région, parce qu'au niveau de la main-d'œuvre, vous savez comment on s'est battu pour avoir une partie de notre région. Mais je présume que des travailleurs de d'autres régions, il va y avoir un ressac dans d'autres régions du Québec aussi. Luc Noël, préfet réélu en Mangani, un gros merci pour cette entrevue. Merci, M. Saint-Pierre, puis bonne chance aux candidats en présence dans la belle région de Cette-Rivière. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.
Voici un message de la ville de Sept-Îles à l'intention des résidents du secteur Galix. En raison d'un problème survenu à la station de chloration, la ville de Sept-Îles demande aux résidents du secteur Galix de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation par mesure préventive et ce, jusqu'à avis contraire. Je répète, la ville de Sept-Îles demande aux résidents du secteur Galix de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation par mesure préventive et ce, jusqu'à avis contraire. La ville s'excuse des désagréments occasionnés et remercie les citoyens de leur collaboration. Hey, j'ai pensé à un truc pour me souvenir du concours Mastercard chez Maxi. Tu sais, celui pour gagner un voyage dans les Bahamas. OK. Bahamas, Mastercard, card. OK, t'as vraiment trop de temps libre. Oui, mais c'est une bonne chanson. Jusqu'au 26 octobre, payez avec votre carte Mastercard chez Maxi et courez la chance de gagner un voyage dans les Bahamas ou une des 3500 cartes prépayées Mastercard d'une valeur de 100 $. Doublez vos chances de gagner avec la carte Mastercard Service financier, le choix du président. Aucun achat requis, détail en ligne ou en magasin. Urgent besoin de cuisiniers, cuisinières au restaurant de l'aéroport de Sept-Îles. La personne doit effectuer les tâches suivantes. Service à la clientèle, préparer la nourriture, entretenir le lieu de travail et être capable de travailler en équipe. 25 heures et plus par semaine, le salaire est de 12,48 $ plus les pourboires. Contactez Georgette Monger au 88 965 21 50 au restaurant de l'aéroport. Attends, chérie. Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain. C'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal 968 87 96 968 8796. Durant l'événement Liquidation totale chez Olivier Chrysler à Sept-Îles, achetez un Jeep Cherokee 2018 pour 69 $ par semaine, une Grand Caravane 2017 à 62 $ par semaine ou un Ram 2017 à seulement 89 $ par semaine. De plus, bénéficiez d'un rabais loyauté de 1 000 $ ou 1% sur le taux d'intérêt. Olivier Chrysler vous offre aussi des programmes de deuxième chance afin de rebâtir votre crédit avec des taux aussi bas que 4,99%. Passez nous voir chez Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Attitude. Alors, après avoir parlé politique pour le début de cette émission, on va y aller. Ben, ça reste quand même de la politique, là, parce qu'on le sait. Les voitures électriques, la disponibilité des bornes, oui, il y a une responsabilité citoyenne dans tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'implications politiques parce que c'est eux là qui doivent dépenser, sortir un peu de sous de leur poche pour peut-être faciliter l'installation de bornes électriques. Et on s'entretient avec Monsieur David Manningham, qui est directeur pour la Côte-Nord de l'Association des véhicules électriques du Québec. Monsieur Manningham, bonjour. Bonjour. Donc là, présentement, vous êtes sur la route, là, présentement? Oui, je me suis stationné là de la routière pour vous parler. Et le parcours, là, quand quelqu'un qui a une voiture électrique décide de faire de la route, disons partir, vous partez de Sept-Îles et que vous vous rendez, disons, à Québec, c'est quoi l'expérience là, pour une personne avec un véhicule électrique? Actuellement, il faut passer par les traversiers, là, à moins d'avoir... mettons une Tesla ou bien une Chevrolet Bolt, là. Comme moi, j'ai une Nissan Leaf, donc je pars de Sept-Îles. J'ai moi-même mis une borne à Baie-Trinité, là, une borne que je partage via des applications. Puis, rendu à Baie-Trinité, je suis pas mal à la limite de la batterie de ma Nissan Leaf. Donc, je me recharge peut-être une demi-heure. Puis là, je suis correct pour atteindre Godbout puis prendre le traversier. Le traversier qui est gratuit là, avec les véhicules électriques, là, donc je paye 19 $ pour comme un piéton. Puis une fois de l'autre côté, là, en Gaspésie, là, ça descend bien. Là. Il y a des bornes rapides au 100 km jusqu'à Québec. Ouais, il faut être conscient que c'est un choix quelque part. Hein? On fait pas le voyage Sept-Îles-Québec en 6h30 là, comme une voiture à carburant. Là. Non, faut arrêter là, en moyenne 15-20 minutes au 100 km pour recharger à 80% là, la batterie. Ouais. Avec une voiture électrique là, avec une petite batterie comme j'ai là, actuellement. Mais d'année en année, les batteries sont plus grosses, puis il y a moyen de parcourir. Il y a déjà des voitures qui font 350 km. Là. Est-ce qu'on peut se dire que la technologie, pour l'instant, n'est pas adéquate pour le type de transport qu'on doit avoir ici sur la Côte-Nord? Je pense que non.
ça peut très bien être la deuxième voiture d'un couple où il y a une voiture qui fait seulement du local, puis prendre l'autre voiture lorsqu'on va aller à Québec, par exemple. Là. Ça représente pas un gros pourcentage de nos déplacements quand même. Oui. Mais actuellement, à cette île, il y a seulement des bornes privées, hein? Il n'y a pas encore de bornes publiques pour recharger un véhicule électrique, c'est ça? Oui, c'est effectivement le cas. Mais par contre, 99% des recharges se font à la maison. Lorsqu'on a un véhicule électrique, on le branche le soir, puis on part avec le réservoir plein à tous les matins. Donc, c'est pas nécessairement un obstacle là, pour des déplacements locaux actuellement. Ouais, sauf peut-être pour le tourisme, ces choses-là. Je sais qu'il y en a à l'auberge des gouverneurs à cette île, mais faut avoir réservé une chambre pour les utiliser quand même. Ça va se développer au cours de l'année, là, peut-être l'an prochain. Beaucoup, on voudrait que les gens puissent voyager jusqu'à Havre-Saint-Pierre en véhicule électrique. Oui, c'est ça. Il y a 6 bornes rapides là, de déjà confirmées. Là. Il va en avoir 3 d'ici la fin de l'année, puis 3 autres qui vont être en 2018. Là. Ça fait une bonne différence quand on parle de bornes rapides. On en a installé une à Ragno la semaine dernière. Là, c'est quoi? On recharge à 80% en 15-20 minutes? Oui, c'est ça. Là, dépendamment de la grosseur de la batterie du véhicule. Là. Mais pour ce qui est de mon véhicule à moi, la Nissan Leaf, c'est ça, 15-20 minutes. Puis mettons qu'on parle d'un véhicule qui fait 350 km, bien là, pour le recharger à 80%, ça peut être 40 minutes. Là. Oui, on a quand même du retard, si on comprend bien, là, dans l'est de la Côte-Nord, ou sur la Côte-Nord en général, si on se compare à d'autres régions. Tu me parlais de la Gaspésie tantôt, qui est pas plus populeuse, mais qui est mieux équipée pour se promener en véhicule électrique, si je comprends bien. Oui, bien, ils nous ont devancé de quelques années, là. Mais le privé a beaucoup embarqué de ce côté-là. Puis, mais ici, ça va suivre, là. Puis, j'ai confiance là en le circuit électrique, là. Oui. Puis, oui. Dans les dernières années, il y a des statistiques qui sont sorties que les concessionnaires automobiles, surtout avec les cibles que le gouvernement veut donner de vente de véhicules électriques par année, les véhicules sont pratiquement vendus à perte. Ça, est-ce que ça vous fait mauvaise presse là pour inciter les gens à acheter des voitures électriques? Non, je crois pas. Je sens qu'il y a quand même une petite résistance là, du côté des concessionnaires, là, parce que lorsqu'on parle d'un véhicule électrique, si on dit qu'il est vendu à perte, c'est beaucoup à cause que on retourne pas faire des entretiens. Là. C'est ça. À part les freins, puis même les freins, ça use beaucoup plus lentement sur un véhicule électrique. Donc, du côté du concessionnaire, c'est plus du côté des entretiens qu'il y a des pertes. Là. Mais ces pertes-là, en même temps, c'est des plus pour les consommateurs. Oui. Ouais, ça nous coûte moins cher d'entretien, donc c'est plus de l'argent dans nos poches à nous, en plus que le véhicule nous coûte moins cher là, à utiliser. Oui, mais je sens que les concessionnaires, là, ils comprennent que c'est les véhicules électriques l'avenir. Là. Déjà, à cette île, on en a 5 bannières qui offrent des véhicules électriques, puis je sens que les autres vont bientôt suivre. Là. Ouais. On parle de Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet et Nissan qui offrent déjà des véhicules électriques. Les hybrides, toi, ce que tu as, c'est un vrai véhicule électrique. C'est pas ce qu'on appelle un hybride, là, qui peut fonctionner à la fois avec l'électricité ou avec la batterie et avec de l'essence. Non, c'est ça. Moi, c'est une 100% électrique. Là. Okay. On peut dire qu'il y a 3 types de véhicules. Là. Le hybride branchable, puis le 100% électrique. OK. C'est quoi l'avantage? À 100% électrique, toi, tu vis vraiment à cette île avec, puis là, t'es parti pour Québec avec, ça fait que ça se fait. C'est correct quand même. Oui. Il faut juste avoir un peu plus de temps, puis c'est très économique. Là, on parle ça me coûte 10 fois moins cher que si je roulerais à l'essence. Là. Ouais. Donc, c'est l'avantage principal, mais lorsqu'on est plus pressé, là, je peux comprendre l'utilité d'avoir un hybride branchable. Puis, c'est ça qui est populaire aussi actuellement sur la Côte-Nord. Là. Je pense que c'est dû au fait qu'on n'avait pas de bornes rapides. Ouais. C'est les hybrides branchables là, qui sont vraiment en plus grand nombre. En même temps, on a l'impression que c'est un peu le syndrome high grade là, qui nous manque. Plus de gens mangent, plus c'est frais. Ouais. S'il y avait plus de conducteurs ou de véhicules électriques, il y aurait sans doute un meilleur réseau de bornes rechargeables. Hein? Oui, absolument. Même le circuit électrique là, le dit que eux, ils se fient au nombre d'immatriculations de véhicules électriques à la SAAC par région pour leur projet de bornes, là, pour savoir où les installer. Dernière petite question à M. Manningham. Est-ce que vous comptez utiliser votre plateforme là, pour la prochaine élection, l'élection municipale qui est en cours et l'élection provinciale en 2018 pour peut-être faire bouger les gouvernements pour mettre plus d'argent pour créer des bornes? Oui, absolument. C'est sûr que moi,
je regarde là, c'est quoi les plans d'électrification de chacun des gouvernements. Puis je regarde même plus au niveau local. Là. À Sept-Îles, on fait pas partie des 6 bornes qui ont été annoncées, les bornes rapides. Donc je regarde ça attentivement. S'il y a un des aspirants maires qui va faire une promesse de ce côté-là là, par rapport à une borne rapide ou encore juste une borne de niveau 2, là, 240 volts, ça pourrait déjà être un bon début. Donc, vous allez suivre ça de très près et vous allez être un électeur intéressé. Si on parle d'électrification des transports aériens. J'en perds mon français. Monsieur David, Monsieur David Manningham, directeur pour la région Côte-Nord de l'Association des véhicules électriques du Québec. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne fin de journée. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Ils m'ont pas parlé de la douleur. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit au bureau? Non, je vais rien dire au bureau. Seulement à Marie et aux enfants. Mais pas maintenant. Je leur dirai plus tard. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous, comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou cancer.ca. Société canadienne du cancer. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette. Votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles. Au 493C Avenue Brochu. 88-962-6916. À notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne, on va parler un peu de la préparation de l'hiver à l'automne, ce qu'on doit faire pour bien préparer nos maisons. Mais d'abord, des primes d'assurance automobile. Guy Duchesne, bonjour. Bonjour Jean. D'abord, l'assurance automobile, là, des fois on a 2 véhicules, ça coûte pas du tout le même montant pour les 2. Qu'est-ce qui influence vraiment le prix là de ce qu'on paye comme assurance automobile? Il y a plusieurs facteurs, hein? Plusieurs facteurs, Jean, qui influencent une prime en assurance automobile. En arrière de la prime, il y a une série de calculs plus complexes, mais afin de démystifier ça un petit peu, j'ai noté certains points importants. Donc, le genre de véhicule, bien entendu, donc on possède un petit véhicule d'une valeur de 15 000 ou un gros pick-up ou un véhicule de haute valeur à 75 000 ou à 100 000, ça va avoir la valeur du véhicule et le type va avoir une influence. Un véhicule style pick-up, véhicule tout-terrain, qui peut aller justement en forêt, dans des sentiers qui sont moins carrossables, entre guillemets, donc va avoir une prime plus élevée qu'un véhicule qui se maintient là, dans les villes. Un autre point qui est important, la franchise. Donc, si on prend une franchise de 250 $ pour la collision versus une franchise de 1000, ça va avoir une influence sur la prime et ça vaut la peine vraiment de vérifier parce que des fois, une franchise de 1000 $ ou de 500 va avoir vraiment une diminution de prime considérable. Donc, ça vaut la peine de le demander et de le vérifier. Un autre point important, bien entendu, c'est l'expérience du conducteur. Donc, pas seulement du propriétaire du véhicule, mais l'expérience du conducteur, que ce soit le conducteur principal ou les conducteurs occasionnels, comme les enfants ou les conjoints à l'occasion qui vont prendre le véhicule. Donc, leur nombre d'années d'expérience et s'ils possèdent un cours de conduite vont avoir une influence également sur la tarification. Alors, un autre point bien important, c'est la fréquence de déplacement. Donc, ça, il y a plusieurs combinaisons possibles. Ça peut être utilisé seulement personnel, donc on l'utilise seulement pour nos propres besoins personnels. On peut l'utiliser pour aller au travail, donc la distance pour se rendre au travail est importante. Il faut mentionner la bonne distance et, bien entendu, si on change d'emploi en cours d'année, il ne faut pas oublier d'aviser notre assureur que maintenant, on fait plus 5 km sur notre travail, mais on en fait 25. Donc, ça a une influence importante. Et si, bien entendu, on utilise notre véhicule pour affaires, donc on est un représentant de commerce et on se déplace avec notre véhicule au quotidien, il faut à ce moment-là avoir une classe affaires sur notre police d'assurance. Donc, on décrit tout ça, quand on signe la police d'assurance, on décrit déjà l'utilisation qu'on pense en faire, là. C'est des questions qui vont vous être posées lors de la soumission, mais c'est important d'y répondre comme il faut, pas juste, c'est à peu près 3 km me rendre au travail, parce que si ça en est 10, il risque d'avoir un problème au moment d'une réclamation lorsqu'ils vont faire la vérification des réponses qui ont été faites aux questions. Et ensuite, le lieu de résidence, donc, bien entendu, la prime de vol qui est calculée dans votre prime automobile va être plus cher à Montréal qu'à Sept-Îles. On sait tous qu'à Montréal, il y a plus de problèmes de vol qu'il peut en avoir à Sept-Îles. Les habitudes de conduite également. De plus en plus, dans les dernières années, on a vu la télématique arriver. Donc, avec une application mobile, aujourd'hui, on est capable de vérifier les déplacements, la qualité, la vitesse, le freinage, les freinages brusques, les heures de conduite. Donc, quelqu'un qui conduit beaucoup la nuit va être plus propice, en guillemets, à faire peut avoir plus de chances de faire un accident automobile, tomber endormi et faire un accident automobile
automobile. Donc, ces outils-là aujourd'hui, ces outils mobiles-là aujourd'hui vont vraiment avoir une influence également sur votre tarification. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas tous les assureurs qui l'offrent, mais de plus en plus, les assureurs principaux vont l'offrir. Et si le client accepte de se faire suivre entre guillemets, pendant quelques mois, ça peut avoir une belle influence également sur la tarification. Un point, mais j'en ai parlé un petit peu tantôt, super important, lorsqu'on vous pose toutes ces questions-là, c'est de répondre vraiment d'une façon honnête aux questions pour éviter des pénalités en devenant un sinistre. On peut plus tricher ben aujourd'hui dans ces choses-là. Comme tu disais, il y a des affaires qui sont vérifiées par l'utilisation, c'est vérifiable autrement que par les déclarations du propriétaire. Là. Effectivement, puis lorsqu'il arrive une réclamation, l'assureur va vérifier les déclarations qui ont été faites. Par exemple, l'usage est une chose qui est vraiment vérifiée. Donc, si vous faites 5 km pour aller ou 10 km pour aller au travail, puis au contrat, c'est mentionné 5, la tarification est changée, ne serait pas la même. Et même si c'est pas été fait de mauvaise foi, vous avez changé de travail, ça fait 3 mois, vous avez oublié d'aviser votre assureur, et vous pourriez pénaliser lors d'une réclamation. Parce que l'assureur va faire une règle de 3, très simple, va dire la prime que vous avez payée, il va diviser par la prime qui aurait dû être payée, et multiplier ça par votre réclamation, mais des fois, ça peut avoir une influence importante. La réalité sur la Côte-Nord, c'est qu'on a souvent plus qu'un véhicule motorisé, les VTT, les bateaux, la deuxième voiture. On a toujours intérêt à combiner tout ça, hein? C'est officiel, Jean, vous avez un intérêt à combiner tout sur la même police dans la mesure du possible ou avec le même assureur pour bénéficier de rabais de multiples véhicules. Également, si vous mettez vos assurances maison, locataire ou propriétaire de maison avec le même assureur, vous avez encore là des économies à faire. Et voilà, on a aussi intérêt à combiner souvent avec son assurance habitation aussi là pour avoir des primes, des économies. Parlant d'habitation, Guy, on est à l'automne, il fait encore super beau, mais il va y avoir un hiver encore cette année. Je pense qu'il y a toujours des préparations en vue de l'hiver, hein, pour s'assurer que notre maison est bien, qu'il se passe pas d'avarie. Effectivement, j'en parle à chaque année, mais je pense que c'est bon de le répéter. Vérifier votre toiture, l'usure de votre toiture, surtout si elle a plus que 20 ans. Si la toiture a plus que 20 ans, on sait que normalement les toitures de bardeaux, ça a une durée de vie d'environ 20 ans. Bien la vérifier, la faire vérifier peut-être par un entrepreneur, ce serait pas une mauvaise idée, et apporter quelques changements s'il y a coupes de bardeaux qui sont endommagées, mais procéder tout de suite à la réparation avant les grands vents de cet automne, ou procéder au remplacement de la toiture pour éviter des problèmes majeurs d'infiltration d'eau là, qui vont être très désagréables. Là. En plus de la toiture, qu'est-ce qu'on doit vérifier, Guy? En plus de la toiture, Jean, il faut s'assurer de nettoyer et dégager des gouttières. Je l'ai fait chez nous en fin de semaine dernière pour en parler comme il faut. Et effectivement, il y a beaucoup de feuilles et de résidus d'arbres qui peuvent s'accumuler dans les gouttières. Donc, lorsqu'il arrive des pluies les plus fortes de l'automne, ça peut boucher, les gouttières peuvent se boucher. Et ensuite, si la gouttière ne s'évacue pas, ça peut geler ou ça peut rentrer ensuite par les bardeaux, le fascia qui serait mal isolé, ou l'eau va s'accumuler à quelque part, va trouver une fuite à quelque part pour passer. Donc, à ce moment-là, et plus tard, durant l'hiver, s'il y a des pluies cet hiver, ça peut éviter, ça peut boucher également à ce moment-là. Ça fait que ça serait important de dégager les gouttières, vérifier et les margelles, et vérifier s'il n'y a pas des fissures dans les fondations pour que ça soit colmaté immédiatement. Des fois, si on le voit tout de suite, une petite fissure, on la répare avant l'hiver. Puis, dernier petit point que je mets, la pente du terrain. Des fois, c'est très simple, là, mais on le voit souvent, la pente du terrain a un effet négatif vers le solage de la maison, vers la fondation, au lieu d'évacuer l'eau vers l'extérieur. Donc, elle amène l'eau à la fondation, ce qui fait une accumulation d'eau qui peut s'infiltrer dans la maison. S'assurer que vos pentes de terrain évacuent l'eau à l'extérieur. Oui, sinon on va avoir des problèmes dans les redoux ou encore au printemps. Il y a aussi, la fin de la saison d'été, là, les véhicules qu'on remise pour l'hiver et même les chalets souvent qu'on barricade pour l'hiver. C'est peut-être des choses qu'on pourra parler à une des prochaines chroniques. Ça s'en vient aussi, ça. Effectivement, on pourra en parler à la prochaine, Jean. Un gros merci, Guy Duchesne. On rappelle qu'on peut avoir tous ces conseils-là auprès de nos agents. C'est chez Accès Conseil également, auprès des conseillers. Certainement, nos courtiers sont là pour bien vous répondre au 962-6916. Voilà, merci beaucoup. Merci, Jean. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Alors, Jean Saint-Pierre, c'est mon tour cet après-midi de rencontrer les deux candidats à la mairie de Sept-Îles qui sera présenté dans mon émission de ce mercredi de Connecter Sept-Îles et Port-Cartier. Je ferai un petit tour d'horizon
de différents sujets avec eux. Toi, ben, tu continues de suivre ça, la politique? Ben oui, aujourd'hui, c'était notre première émission Côte-Nord Attitude d'après du début de la campagne électorale, en fait, parce qu'il fallait attendre à vendredi, vraiment, pour planifier davantage des choses, parce que là, on sait vraiment quels sont les districts qui se présentent dans quel quartier, et on a eu confirmation seulement vendredi à 16h30 qu'il n'y aurait que 2 candidats pour Sept-Îles et Port-Cartier pour les postes de maire. On leur a offert des débats. On devrait confirmer ça dans les prochains instants. Et on vous confirme ça dès qu'on a ça sur notre page Facebook Pure FM. Bonne journée tout le monde!